Bienvenue sur Endurance Fondamentale, le podcast où on emmène des sportifs courir et nous parler de leur parcours. Des chemins semés d'embûches, des itinéraires plus ou moins tracés, des gros dénivelés, bref, des parcours de vie rarement linéaires où l'endurance est fondamentale. Moi c'est Valentin, je cours depuis 12 ans et je parle depuis 29. J'adore rencontrer des gens et parler de sujets profonds avec eux. Et quoi de mieux que de le faire en courant. Et moi c'est Carla, passionnée de sport depuis toujours. Vous me verrez sur quelques épisodes, mais la plupart du temps je suis derrière la caméra. Alors pensez à activer la vidéo si vous êtes sur une plateforme qui le permet, que je n'ai pas pédalé pour rien. On vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute. Championne du monde, championne d'Europe, championne de France, olympienne. J'ai la chance aujourd'hui d'être avec une championne. Mais comme tu le dis si bien Marion, on ne naît pas champion, on le devient. Je suis aujourd'hui avec Marion Laure Blanchet. Comment ça va Marion? Bah écoute, très bien. Je vais juste compléter, on n'est pas champion, on le devient. Mais moi je pense qu'en chacun de nous, il y a un champion qui sommeille, il faut le réveiller. Ah, j'étais sûr que tu allais apporter ta petite touche à mon intro et ça me fait bien plaisir. Marion, je t'ai présenté en quelques mots qui ne te présentent absolument pas, entièrement en tout cas. Est-ce que tu peux commencer ce podcast par te présenter, nous dire qui tu es? Ouais, bah qui je suis. En effet, là tu m'as décrit par rapport à un palmarès et c'est comme ça parfois que les gens me connaissent. Mais moi je dirais que je suis avant tout ma maman de deux petites filles. Wow. Voilà, je vis dans une petite maison très sympa qu'on a tout rénové de A à Z. Et à côté de ça, professionnellement, je suis préparatrice mentale. J'interviens au sein d'entreprises, au sein de sport, de clubs de sport, de sportifs de haut niveau. Et puis en tout en chacun aussi parce que voilà, je reste persuadée que il y a un potentiel en chacun de nous et qu'on peut tout à fait utiliser les outils de la préparation mentale des plus grands champions pour se les approprier au quotidien aussi. Très bien, ça tu viens de décrire ta vie actuelle qui est bien fournie, Ça arrive bien bien garnie et j'ai extrêmement hâte d'échanger avec toi sur le sujet. Tu as eu une vie avant ta vie, on va dire. Ouais, c'est un peu comme les chats, tu sais, quand t'as l'impression que t'as plein de vies. Alors, ouais, je dirais même que moi j'ai eu une enfance qui n'a pas été... j'ai jamais trop su la catégoriser parce que j'ai pas eu une enfance terrible. Hein. J'ai mangé à ma faim, j'ai eu un toit, j'ai manqué de rien. Mais je me sentais bien que j'étais un enfant qui n'était pas comme les autres, tu vois. Ouais, je vois. Et je savais pas, je comprenais pas trop le sens de l'école, je comprenais pas... Après, j'étais dyslexique, j'étais ambidextre, donc il y a peut-être aussi cette difficulté et le sport a été assez salvateur au final. Alors pas au départ parce que j'étais nulle en sport. Ok. Première course que j'ai fait, je me rappelle, je suis tombée au départ, je me suis éclaté la lèvre. J'ai dit, putain, ça commence pas très bien ma carrière. Enfin, je savais pas que je ferais carrière à l'époque. Tu t'es dit ça à l'époque, tu étais je me suis sacrément dit- visionnaire. Comme dire, je me suis relevée, je terminé deuxième, mais c'est en partant de la fin, donc c'est quand même pas terrible. Ouais. Et puis petit à petit, le sport, en fait, a été un moyen pour moi d'expression. Je trouve que c'est une belle école de la vie. Il apprend à gagner, il apprend à perdre, il apprend à être résilient, il apprend des règles du jeu, il apprend que... Moi, ce qui m'a le plus appris, c'est que peu importe le temps que tu mettras, si tu fais bien les choses, ça finira par marcher pour toi. Et au niveau auquel, tu le pourras, quoi. Voilà, Ouais. je pense que c'est ça, moi, ce que le sport m'a beaucoup enseigné. Alors, ça s'est fini en équipe de France, en équipe de France olympique, donc sur une vraie carrière, en fait, au final. Ah ouais, une très très belle carrière parce que je pense que beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes rêvent un jour de rejoindre l'équipe de France, de participer aux Jeux Olympiques. Toi, tu as eu la chance de vivre tout ça pendant de nombreuses années en plus. Ouais, 14 ans, très haut niveau. Alors, 14 ans, on se doute bien qu'il n'y a pas, ça n'a pas 14 que très belles années. Ouais. Il y a parfois des saisons blanches, il y a parfois des saisons plus compliquées, mais elles font partie d'un tout. Et aujourd'hui, tu vois, j'ai arrêté ma carrière il y a plus de 10 ans. Et en fait, ce que je retiens plus, c'est pas tellement les titres, c'est pas tellement... l'intérêt, c'est plus qu'est-ce que ça m'a permis de devenir Wow. au fur et à mesure des petits obstacles qu'on peut affronter, une blessure, une déception, une non-sélection, une gestion de l'échec, une gestion de la réussite aussi, c'est important parce que émotionnellement, gérer la réussite n'est pas forcément hyper facile parce que c'est une responsabilité ensuite d'être favori d'une course. Ouais, Donc bien sûr. finalement, voilà, c'est ce que je retiens de ma carrière. Ce que je retiens aussi beaucoup, c'est des temps au sein de ma carrière. Ouais, ok. Tu vois, après mes premiers Olympiques, j'ai vécu ce qu'on appelle le burn-out du sportif. Alors le burn-out du sportif, c'est comme dans le monde professionnel, hein, le chaos total, le trop-plein, la charge mentale, la charge physique, rien n'allait. Parce que après mes premiers Olympiques, j'étais très jeune, j'avais tout juste 21 ans, après mes premiers jeux. Mhm. Et en gros, 2004, 2004, Athènes, Athènes. c'est ça, hein. Ouais, je sais, ça remonte un peu. J'étais jeune à l'époque. Hein. Ouais. Ça nous rajeunit pas. En Hein. 2025. Donc il y a 21 ans, en effet. Et parce qu'en fait, je pense qu'à un moment donné, tu rentres dans un système, ça marche pour toi, mais ça te correspond pas totalement. Ok. Tu vois, tu te débrouilles pour
faire ce qu'on dépend de toi, ce que les sponsors, ce que ton club, ce que l'entourage, la fédération attend de toi. T'es plus vraiment maître de ce que tu fais. En fait. Ouais, mais t'es quand même dans un système qui est pas si mauvais. Ça c'est un peu comme, je sais pas si t'as déjà eu chez des gens, quand les gens ont un plaid beige sur leur canapé, le plaid beige il est jamais beau, il est jamais moche. Oui. Et ben en fait c'était un peu ça, j'ai l'impression que ma vie elle était pas nulle, mais elle était pas waouh. Ouais. Et je pense que ça a tout craqué. Et la fameuse question qui je suis, pourquoi je fais ce que je fais, bah j'avais pas trop la réponse, donc il a fallu se construire aussi. Ok. Et je pense que c'est ça qui m'a permis aussi, ce chaos, d'avoir une seconde carrière derrière, qui m'a permis de continuer jusqu'à l'âge de 30 ans. Quoi. Ouais, parce que ça intervient très tôt en fait, ce fameux burn-out dont tu parles, le fameux burn-out du sportif. Si tu me dis que ça intervient après tes premiers jeux, t'avais 22 ans quoi. Ouais, 21, 22 ans, ouais, tout à fait. Mais je pense que c'est dans la vie de tout un chacun. Je pense qu'à un moment, on a tous besoin d'explorer quelque chose qui ne nous correspond pas toujours, forcément, que ce soit un boulot, une relation, un projet en fait, pour simplement réaligner sur mais comment j'ai envie de faire les choses et peut-être différemment, ou peut-être faire autre chose tout simplement. Moi j'ai choisi de continuer, mais différemment, en créant ma propre structure, en créant finalement un environnement dans lequel je pouvais être bien, parce que un individu en fait il est accompli lui en tant qu'individu, mais aussi dans l'environnement qui va se créer. Et ça on comprend très tôt dans le monde du sport. Tu peux être bourré de talent, mais si t'es pas dans le bon environnement, bah c'est pas ouf quoi. C'est comme un poisson dans un arbre, ça va pas faire long feu quoi. Ça marchera pas bien, c'est clair. Ouais, l'importance de l'environnement, je pense qu'on peut en parler pendant longtemps. Et je serais ravi d'y revenir pendant le podcast. Avant ça, je veux parler d'aujourd'hui. Ouais. À l'instant T, c'est quoi la place en tant que pratiquante du sport dans ta vie? Alors moi je conçois vraiment le sport comme l'hygiène de vie. Ouais. Ouais, on indique en même temps les Je conçois vraiment le sport comme de l'hygiène de vie. Alors des fois c'est rigolo parce qu'on dit ah mais maintenant tu dois faire du sport pour le plaisir. Alors non, moi le plaisir c'est quand c'était vraiment mon métier. Ok. Que j'estime que j'avais vraiment un métier passion. J'aimais ça. Aujourd'hui, je me pose pas la question de si j'aime ou j'aime pas courir. Je me dis qu'en fait, est-ce qu'on se pose la question si on aime ou n'aime pas se brosser les dents ou se laver? Bah ouais, ça fait partie de l'hygiène de vie. Après, je vois plus le sport aujourd'hui un peu plus méditatif dans le sens où voilà, c'est un petit moment d'évasion. Ça revient dans cette hygiène de vie en fait, de santé mentale et... Un temps pour soi quoi. Ouais. Je suis pas non plus dans le sport où je fais du sport pour évacuer mes émotions. Ça va, je me surcharge pas non plus, hein. Tout va bien. Oui, puis je pense que tu sais aussi les évacuer autrement. Et alors après, ce qu'il y a de drôle, c'est que tu sais, dans la tête des gens, tu vois, moi je vais courir 5-6 fois par semaine. Ok. Donc ce qui fait quasiment tous les jours. Et pour les gens c'est beaucoup. Oui. Mais moi je m'entraînais 2 à 3 fois par jour. Tous les jours de l'année. Donc, dans ta relativité, c'est voilà, pas grand chose. Dans ma relativité, c'est juste voilà, lave-toi une fois par jour. Cours une fois par jour. Je vais jamais dans les intensités. D'accord. Je cherche pas à me prouver que je peux tout donner, le dépassement de soi, je l'ai plus du tout dans le sport. Je pense que service rendu à la nation, c'est fait quoi. Ok. Et ça te convient? Ouais, ça me convient vraiment. J'avais après mon premier accouchement, je m'étais fait le challenge de me faire un marathon. Parce que je me dis, tiens, faut au moins faire un marathon une fois dans sa vie. Je m'étais dit ça. Moi, je l'avais fait, ça m'avait fait du bien, donner un objectif. Mais j'avais pas eu le désir de dire, tiens, je vais en refaire un autre derrière. Je vais essayer de faire du trail, des choses comme ça. Ouais. Et là, c'était un peu pareil. Je vibrais pas en fait, je vibrais plus. C'était plus c'est pas mon métier, c'est pas une question de niveau, pas niveau, parce que j'avais gardé un bon niveau, mine de rien. Mais voilà, je pense que le temps, il est résolu. Par contre, toute cette énergie un petit peu de challenger, de meilleure version de soi, de ça, je le mets aujourd'hui dans ma vie perso, dans mon entreprise, dans mon rôle de maman, de conjointe, tout ça, quoi. Voilà, plus là-dedans. Ok. Avec réussite? Avec des hauts débats, je pense. En toute humilité. Ouais. Je crois que l'illusion de la vie parfaite, l'harmonie, tout réussir, un peu les clichés à l'Instagram. Bon, je pense que des fois non, hein. Des fois t'as beau dire l'éducation positive, faut répéter 3 fois de se mettre en pyjama, tu répètes 3 fois. La 3e fois, tu gagnes un peu plus. Voilà. Je vois très bien. Faut être honnête. Ouais, mais comme dans une carrière de sportif, oui, il y a des voilà. jours avec, ouais, c'est un tout. Personnel tous les jours, c'est pareil, quoi. C'est un tout, mais c'est... Moi, je me pose juste qu'est-ce que je fais chaque jour pour être un meilleur moi qu'hier. Ouais. Et c'est un jeu, JE et JEU, je crois. Je le prends vraiment comme ça. Il y a des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Mais la vie, en fait, te dit que tu peux rejouer le lendemain, et ainsi de suite, quoi. C'est le petit jeu vidéo de ta vie où c'est ça, il faut continuellement s'améliorer. C'est ça, il n'y a pas de... Je pense qu'il faut arrêter de penser qu'on a beaucoup à perdre, en fait, dans la vie. C'est pour ça que peu de gens osent des projets, peu de gens osent changer, sortir de leur schéma.
parce qu'on n'a pas tant que ça à perdre dans la vie, faut relativiser quoi. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire et je pense que ton parcours de vie t'a peut-être aussi aidé à ça. Ouais, je pense à voir ça. Bah en fait, c'est une notion d'équilibre. Quand les gens ont peur de perdre, dans le fond, c'est qu'ils ont aussi peur de gagner. Ah, Tu vois, le jour existe parce qu'il y a la nuit, le feu existe parce qu'il y a froid. les hauts sont hauts parce que les bas sont bas. Voilà, la victoire existe parce qu'il y a la défaite en fait. Et en sport, on l'apprend très jeune. Ouais. Dès lors qu'on accepte les deux polarités, bah au final, on sait que les deux peuvent exister et les deux, l'un vient compléter l'autre en fait. Ouais. Et en sport, souvent, on est beaucoup dans le avoir. On veut avoir une bonne place, on veut avoir un bon palmarès, on veut avoir une sélection. Mais le avoir, il dépend pas toujours que de toi. Si t'es bon dans la vie, mais que les autres sont très bons en sport, bah t'es quand même derrière, quoi. Mais par contre, celui qui a été très bon, il t'a aidé à te sublimer aussi ce jour-là. Ouais. Donc c'est de voir vraiment la diversité d'une manière différente, ou les challenges de la vie d'une manière différente. Par contre, ce que tu maîtrises, c'est qui tu es, ce que tu fais. C'est toi quoi. Donc c'est pour ça que je te disais, finalement, la seule question que je me pose chaque jour, c'est pas qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que j'obtiens, qu'est-ce que j'obtiens pas. C'est qu'est-ce que je peux faire pour être une meilleure version de moi demain, et qu'est-ce que je dois faire. Ok. Et une fois que tu prends la vie en philosophie comme ça, Ouais. je pense que c'est lié peut-être à ma carrière d'athlète. J'ai aussi une grave maladie où je pourrais ne plus être là, donc je pense que ça te fait relativiser sur Bien sûr. ce que tu pourrais perdre, parce que c'est une grave maladie, tu peux perdre la vie. Ouais, globalement, ouais. Donc après, ça te fait relativiser un peu, quoi. Ouais, je comprends. Je comprends. Et moi, ce que je me demande là à l'instant T, et j'ai tellement hâte d'avoir ta réponse, tu me parles de plein de choses liées au sport, etc. Et tu me parles de la relativité de tout ça. Et souvent, quand je pose cette question, on me répond un grand accomplissement, etc. Et ce sera peut-être ton cas. Mais je me demande, c'est quoi ton meilleur souvenir de sport? Alors, évidemment, on pourrait sortir des titres quand tu as été champion du monde, quand tu as une Marseillaise à ton nom. Ça peut être des bons souvenirs, mais en Il y fait, a un peu de prison quand même. moi, les meilleurs souvenirs, c'est les stages de préparation. Ok. C'est là où tout se crée, en fait. C'est là où tu es parfois dans des états de fatigue, des états de vulnérabilité. Tu dois trouver une solution quand tu doutes que tu es fatigué, qu'il faut quand même y aller à l'entraînement. Tu vois, j'ai presque les larmes aux yeux quand j'en parle. Ouais, ça C'est s'entend. moi, c'est ces moments-là, en fait, c'est tout ce qui se crée en coulisses. Ouais. Et tu as intérêt à aimer ça dans le sport parce que finalement, tu passes 80-85% de ton temps à t'entraîner pour 15% en compétition, quoi. Donc c'est ce que j'appelle un peu le 15% de bling-bling, façon de parler. La compétition, c'est juste la récitation de la leçon que Ouais. tu as surtravaillé à l'entraînement. Donc tu dois aimer t'entraîner, tu dois aimer les coulisses, avec les jours bien, les jours moins bien. Ce relationnel aussi que tu crées avec tes sparring partners, parce que même dans un sport individuel, Ouais. c'est toi qui cours, tu es tout seul, mais en fait c'est toute une équipe, tout Ouais, un bien staff sûr. avec toi, quoi. Bien sûr. Bien sûr, j'allais y venir. On revient quand même un peu à l'humain dans tout ça. Toutes ces connexions que tu crées, que ce soit avec le staff, les collectifs d'entraînement qui deviennent adversaires le surlendemain pendant la course. Tout ça, c'est important aussi dans ces stages-là. Alors il y a plein de choses dans le sport de haut niveau, tu as tes sparring partners que toi tu as choisis, Ouais. qui ne seront pas tes concurrents en l'occurrence. Mhm. C'est presque des gens dévoués à s'entraîner avec toi, à te faire progresser, évoluer. Et tu as ensuite, quand nous on partait en stage équipe de France, et ben là c'est un peu différent parce que en gros tu vis 6 à 8 mois de l'année avec tes partenaires d'équipe de France. Ouais. Sachant que tu vois, au début, dans un groupe olympique, on est 10-12 nanas par exemple, il n'y en aura que 3 au jeu. Donc ça veut dire qu'il y en a une sur 3 qui saute. Ouais. Et pendant 3 ans, tu vas vivre 6 à 8 mois de l'année avec. Ouais. C'est-à-dire, tu vois, l'Olympique cyclable. Ouais, parfait. Et Avec forcément un peu de jalousie, un peu de ouais. concurrence, un peu aussi de. Mais alors, tirage tu vois, vers le haut, moi, quand c'est même. ce que j'ai vraiment dissocié entre amateur et professionnel. J'ai remarqué. Bon, on a le temps. On a le temps, Carla, vas-y. Allez, vas-y, on a le temps. Hop là. En fait, moi, j'ai aimé le monde pro parce qu'en fait, il y a beaucoup de respect les uns et les autres. Tu sais qu'en fait, la numéro 1 mondiale, entre la numéro 1 mondiale et la numéro 50 mondiale, c'est la même vie, c'est les mêmes sacrifices, c'est les mêmes. Voilà, c'est juste quelques habiletés supplémentaires Ouais. pour être numéro 1 mondial. Les petits pourcentages qui font la Ensuite, différence. 6 à 8 mois de l'année, c'est autant tes concurrentes que tes sparring partners. Tu t'entraînes aussi dur qu'elles. Et en fait, tu comprends que y a des jours, c'est elles qui vont t'aider à te tirer un peu vers le haut. Il y a des jours, ça va être toi. Et tu sais qu'à un moment donné, le jour de la course, ce sera la loyale, point barre, quoi. Ouais. Et Ok. moi, j'avais remarqué qu'il y avait un profond respect, en fait. Comme je dis, on s'aimait pas toutes. On partirait pas toutes en vacances ensemble, pour Ouais. reprendre l'expression. Et d'ailleurs, je suis jamais partie en vacances avec. mais dans l'idée, il y a ce profond respect, Ouais. il y a cette profonde entraide. Parce qu'on a toutes le même objectif, on est toutes là pour la même chose. Mais voilà, il y a vraiment ce côté
il y a ce côté entraide. Alors que je trouvais que dans un milieu amateur, ça se tire dans les pattes, ça se jalouse, ça se critique, ça se... Voilà, alors que nous, si l'autre est les meilleurs toi, aujourd'hui, tu vois. Pareil, moi, j'ai jamais souhaité du malheur, j'ai jamais souhaité de blessure à mes concurrentes parce que, parce que des fois, c'est toi qui es blessé, t'as pas envie qu'on te souhaite du malheur non plus. Tu vois, donc... je comprends bien. Voilà, et puis c'est le jeu, tu le sais au départ, hein, il n'y a que 3 places au jeu. Il n'y a que 3 places au jeu, quoi. Ouais. C'est comme ça, et plus tu vas à une nation forte, plus ça va être dur d'avoir ta place, paradoxalement. Mais t'es tiré vers le haut aussi, quoi. Ouais. Et alors justement, j'en profite, on parle des jeux, des places au jeu. Toi, quand t'es allé au jeu, c'était quoi ta place? Moi, c'était remplaçante. Alors déjà, tu vois, ça calme direct. Donc t'as l'aventure. T'es dans l'aventure finale, tu fais toute la préparation, tu vas jusqu'au bout. Et en fait, nous, c'est l'époque où la France n'a récupéré que 2 dossards. J'étais numéro 3. Et en fait, ça pour les Jeux d'Athènes, ça pour les Jeux de Pékin. Donc on va dire qu'à 2 fois, j'ai été remplaçante. Donc j'ai pas participé à la course des Jeux, mais j'ai fait toute l'aventure olympique du début à la fin. Et au niveau ministériel, t'es athlète olympique malgré tout. Et olympienne quand même. Olympienne quand même, ouais, comme je sais pas, sur des... Un sport co, le remplaçant qui rentre pas. Voilà, qui rentre pas forcément, il est dans le collectif du début à la fin. C'est dur parce que t'as cette frustration malgré tout. Bien sûr. On te demande d'être prêt. Oui, parce que en gros, s'il y a une blessure, s'il y a une maladie, s'il y a... ça peut aller très vite. Hein. C'est toi qui rentres. Une tourista ou faut, je sais pas, une bagnole, c'est fait, quoi. Donc voilà, ça a été mes 2 choses. Et après, mine de rien, ce qui est bizarre aussi, par rapport à... Pour les gens, c'est les Jeux Olympiques. Mais en fait, pour nous, athlètes, paradoxalement, c'est seulement après ta carrière que tu t'en rends compte. Mais les Jeux Olympiques, c'est une course ni plus ni moins qu'au milieu du calendrier. Dans une ville, dans une course que tu as déjà faite, puisqu'il y a des tests pré-olympiques ou parfois il y avait déjà eu une Coupe du Monde par le passé, avec les mêmes athlètes, et un calendrier qui s'enchaîne en fait. Donc c'est vrai que quand tu es dans ta discipline, c'est moins comme en sport co où tu as vraiment le tournoi olympique. Nous, c'est une course au calendrier, quoi. Et c'est seulement, tu vois, aujourd'hui, je m'en suis rendu compte peut-être plus vers les Jeux de Rio, donc tu vois... 2016. 2016, donc longtemps après avoir arrêté, finalement, déjà 5-6 ans après. Je me dis, ah ouais, mais en fait, c'est monstrueux des Jeux Olympiques. Tu t'en rends compte qu'après, quoi. Ouais, je comprends, j'imagine ce que tu veux dire. Là, Paris, je m'en suis rendu compte. Mes enfants aussi me disent, ah mais toi t'as fait ça. Je dis ouais en fait. Ça devait être ouf. En fait. Je sais pas, je me souviens plus trop. Si je me souviens bien sûr, mais il y a la course, c'est une course parmi les autres. Et c'est dur parce qu'il y a des sports où les Jeux Olympiques c'est la seule fois où tu vas vraiment, ton sport il va être médiatisé. Oui, c'est un peu le Graal. Ça c'est un peu dur. Alors que finalement il faut aussi relativiser, ok il y a les Jeux, mais est-ce que tu es capable de me citer, ne serait-ce que tu regardes les Jeux de Paris c'était il y a 1 an. Est-ce que tu es capable, hors de tes disciplines, toi, de prédilection, me citer 10 champions olympiques et 5 médaillés de bronze français? Ouais, je pense que si je cherche, j'en aurais 3, 4 et 1 ou 2, quoi. Mais pourtant, pas. L'été dernier, on était comme des dingues. Oui. Non, mais t'as raison, c'est vrai. On sait qu'il y en a eu pas mal en escrime, il y en a pas mal en judo. On va sortir quelques noms. Oui, je vais réussir à sortir ceux où peut-être j'étais présent, ou ceux qui sont, comme tu dis, dans mes disciplines que je connais. Voilà, c'est ça. Et c'était il y a 1 an. C'est vrai. Donc il y a aussi derrière, en tant qu'athlète de haut niveau, t'as intérêt à te construire aussi c'est ici qu'il faut le tourner. Allez, on va à la droite. Une santé, une identité qui soit on est parfait. Indépendante de je suis une athlète olympique, je suis une athlète de l'équipe de France, je suis une athlète de haut niveau. C'est en fait, moi, je suis Marion. Exactement. Le fait que j'ai fait du sport de haut niveau, c'est que je suis quelqu'un qui est capable de m'entraîner dur pour accéder à un grand rêve. Je suis quelqu'un qui suis capable d'être dans la loyauté, parce qu'il y a des règles du jeu, d'être persévérante, d'être résiliente, d'être travailleuse. Tu vois, voilà, c'est plus ça qu'il faut retenir. Mais tu vois, regarde, tu le prends comme certaines personnes. Regarde, le PDG d'un grand groupe, le jour où il part à la retraite, il peut plus se définir en tant que PDG. Il faut juste qu'ils se disent, moi j'étais un gars qui a été capable de créer des entreprises, manager des équipes. Tu vois, il faut s'enlever de ce que tu as obtenu et plus ressortir, tu vois, sur tes qualités. Oui, qu'est-ce qui a fait que tu as pu avoir ce rôle pendant tant de temps? Ouais, c'est ça. Quelles sont les ce qui fait que derrière, ta reconversion, elle est beaucoup plus facile. Et alors toi, du coup, si je fais le parallèle, c'est quoi comment tu t'es défini pour faire cette reconversion justement et arriver là où tu es aujourd'hui? Après, il y a eu des traversées du désert, quand ta carrière... Alors moi, c'est pas un tabou, ma carrière, elle s'est arrêtée du jour au lendemain, suite à une tumeur au cerveau. Donc là, c'est vrai que... déjà, ça te fait relativiser, parce que
J'en sais rien, mais Quand on dit dans le tunnel de l'URM, t'es à poil, au propre comme au figuré, et tu te dis en fonction des résultats qui vont ressortir, je vais vivre ou je vais mourir, quoi. Wow. Et ça, c'est une réalité. Et moi, je remercie la vie parce qu'elle m'a pas donné le coup fatal cette fois-ci, mais ce jour-là, ce matin-là, des 5 à passer une IRM, c'est pas sûr qu'on soit 5 en vie aujourd'hui, tu vois. Wow. Et là, t'as beau avoir été quelqu'un de gentil et pas avoir volé des bonbons au bureau de tabac, tac, ici. À droite. Si t'as pas volé de bonbons au bureau de tabac, c'est pas pour ça que t'as plus de chance ou moins de chance qu'un méchant et un voleur. Hein. Ouais, tu dois t'en poser des questions à ce moment-là. Ouais, bah, en fait, c'est rapidement, ce que le sport aussi m'a aidé, c'est tu lâches ce qui m'appartient de ce qui ne m'appartient pas. Il y a des trucs, bah, ça t'appartient pas, en fait. Ce que tu contrôles pas. Au début, c'est un peu injuste parce que je me dis, putain, j'ai une bonne hygiène de vie, à la rigueur. J'aurais fumé 2 paquets de clopes par jour, j'ai un cancer des poumons, j'ai joué, j'ai perdu, quoi. Là, on se dit, putain, merde, quoi. Ouais, Mais après, moi, je l'ai relativisé aussi, je me suis dit, mais en fait, dans la vie, on a des cycles et c'est comme ça. La mort est parfois la plus belle invention de la vie, hein. C'est ce qui nous permet déjà de profiter de la vie parce que t'imagines l'humain. S'il n'aurait pas, est-ce qu'on vivrait notre vie aussi intensément pour la vie? Bah ouais, est-ce qu'on vivrait aussi intensément? C'est pour ça que tu vois, où les gens qui se rendent pas compte de la valeur de la vie, c'est dommage. Ouais, c'est clair. Puis déjà que l'humain procrastine, t'imagines si on est immortel, je le ferai demain. Voilà, on le ferait jamais. T'es pas à 2000 ans près. Hein. C'est clair. C'est vrai. Ouais. Donc voilà, donc je pense que c'est vraiment prendre conscience de ça. Et puis, Cette chance, ouais. et puis voilà, et puis après tu te dis, bah, si je me sors de tout ça, comment je vais vouloir redistribuer les cartes derrière de ma propre vie, quoi. Ouais, tu remets un peu beaucoup de choses en question et tu te dis, mais Ouais. qu'est-ce que je ferais derrière, quoi? Alors il y a le qu'est-ce que je vais faire. Alors moi, paradoxalement, j'avais fait des études. J'étais une des rares athlètes à avoir fait un petit peu les deux. Ok. Mais malgré tout, il y a un désert, quoi. Comme je disais, avant, j'ai des courses, on m'applaudissait. Puis là, quand je fais mes courses, personne m'applaudit à Leclerc. Eh oui, elle a Ce serait passé son énorme. carte fidélité, oui. 2,50€ d'économie. 2,56€ sur sa cagnotte, tu vois. Bon, tu vois, c'est plus même la même vibration. Ouais. Donc, ouais, il y a quand même ce côté-là. Heureusement que d'un point identitaire, j'avais travaillé sur ma fin de carrière sur le fait de me définir autre que ce que j'étais athlète. Mais malgré tout, moi, c'est ce que j'ai connu. Si mes contrats pro, j'avais 17 ans. Derrière, bah, tu connais quasiment que ça. Avant, ça veut dire que tu dans les sports-études et autres. Ouais, bien sûr. Donc moi, depuis l'âge de 12-13 ans, en fait, je mange triathlon, je dors triathlon, je vis triathlon. Et j'ai eu la chance de vivre de ma passion. Du jour au lendemain, on te l'enlève. Ouais, c'est un peu hard. Et tu dis, bah, va bien falloir faire quelque chose. Jusqu'au moment où tu comprends que le triathlon, le sport, c'était juste un moyen de t'exprimer et que ça pourra se faire dans un autre domaine. Donc au début, moi j'avais un diplôme en neurobiologie. Je travaillais dans tout ce qui était les pathologies endocriniennes. C'est le mot compliqué pour dire qu'en gros, quand une cellule déconne, elle crée un infiniment bordel dans le corps, grosso modo. Ouais, c'est bien résumé. C'est bien résumé. Ouais, j'ai compris en 2 secondes, donc c'est C'est parfait. peut-être pour ça que j'ai pas fait carrière, ceci étant. Tellement c'est résumé. Mais derrière, en fait, tu te retrouves à me dire, bon bah, ouais, ça m'intéresse sans trop m'intéresser. Et là, finalement, bah, je me suis beaucoup interrogée sur le sens de la vie, les valeurs. Et finalement, j'ai repris mes études en psycho, en neurosciences et puis en préparation mentale à l'université. Et je me suis dit, bah, un humain, c'est 10 000 milliards de cellules. Donc, c'est pas qu'une cellule, c'est plusieurs cellules dans un environnement. Et finalement, ouais, je me suis fascinée par le potentiel humain. Et je me suis dit aujourd'hui, bah, tout ce que le sport t'a donné, à toi de leur donner différemment. Ouais. Et le sport t'a permis de t'accomplir, mais c'était juste un moyen. Tu restes la même personne, à toi de t'accomplir dans ta vie pro, dans ta vie de femme, de manière générale, quoi. Ok, j'adore. Belle inspiration de mon côté. J'espère que les gens qui nous écoutent se diront pareil. Et du coup, aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que tu fais concrètement au quotidien? Alors, moi j'ai plusieurs... je sais pas, c'est comme le triathlon. Natation, vélo, course à pied. Si on me demande de choisir des disciplines, bah je sais pas, j'aime bien les 3. Et en fait, dans mon boulot, c'est un petit peu pareil, un petit peu ce multipotentiel. Ouais. Je travaille en fait, alors déjà au sein des entreprises. Mon but, moi, c'est d'injecter les outils de la préparation mentale du sport au sein des entreprises. Parce qu'en fait, une entreprise, c'est une équipe de sport co. Il faut que chaque individu s'accomplisse pour accomplir l'objectif collectif, tu vois. Donc finalement, bah, c'est exactement pareil. C'est les mêmes leviers, la confiance en soi, la compréhension de son mode de fonctionnement, le fonctionnement de l'autre, comment travailler en équipe, comment gérer les tensions, les émotions, le stress. Donc finalement, c'est tous les mêmes leviers. Ok. Donc ça, j'interviens sous forme de conférences, sous forme de formation,
ou d'accompagnement direct avec des managers, des cadres ou autres. Ok. Ensuite, j'ai gardé une partie aussi pour le particulier. Donc là, j'ai 2 choses. Un, j'accompagne encore des sportifs de haut niveau. J'en ai que quelques-uns. Parce que je pense que c'est un métier de cœur, ça restera un métier de cœur. Ouais. Permettre à des jeunes qui sont sur cette transition de... Il ne suffit pas grand-chose de passer d'amateur à pro. Donc tu vois, ça peut être des petits leviers mentaux. Ok. Et puis, j'ai créé moi une école de formation pour les entrepreneurs. Parce que je trouve que c'est... je sais pas, c'est une catégorie de personnes qui me fascine. Peut-être parce que je suis dedans, ou peut-être parce que je trouve que c'est des gens qui ont l'audace d'entreprendre. Surtout dans les métiers de l'accompagnement, du coaching, de la préparation mentale. Et je les aide à structurer leur projet d'un point de vue tant mental que stratégie. Et dans la vie en général, les 2 sont bien parce que je pense que les gens savent beaucoup de choses. On a aujourd'hui accès à regarder des podcasts comme ça, les livres de développement personnel, tu te retrouves avec quoi? Avec pareil, l'accès à des vidéos YouTube, des choses comme ça. Donc les gens connaissent beaucoup de choses du livre de développement personnel, mais au final, l'appliquer dans sa vie, c'est autre chose. C'est tellement vrai. Et l'appliquer, comme je dis, le principe de la vie, c'est pas ce que tu sais, c'est ce que tu fais de ce que tu sais. Et ce que tu fais avec régularité. Et souvent, les grands principes de dev perso, tu vois, lève-toi à 5h30 du mat, prends une douche froide, médite, écris tes pensées sur un journal, les gens ils vont y arriver un petit peu, puis au bout d'un moment ils vont dire putain mais j'y arrive pas, je comprends pas, ils vont dire le problème c'est moi. Parce que ceux qui font ça, ils ont l'air milliardaires et heureux, tu vois. Donc en fait, c'est juste de comment je m'approprie ces outils-là. Et je pense Quels que sont les bons outils pour moi aussi, quoi. Ouais, c'est ça. Et dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. Les grands principes, avoir un client cible, créer une offre, valoriser ton parcours pour que les gens te choisissent, créer un parcours d'accompagnement, tout le monde sait ce qu'il faut, tout le monde le sait en théorie, mais le faire, peut-être que mentalement, il y a des blocages liés à l'argent, des complexes d'infériorité, des syndromes d'imposteur. Et en fait, on travaille sur les 2. Ok. Tu vois, je prends l'exemple, regarde Léon Marchand, le meilleur nageur au monde. Ok, si Léon Marchand il a le meilleur entraîneur du monde, mais qu'il a un mental de chips, il va craquer en fait, ça sert à rien. T'as beau lui mettre le meilleur entraîneur du monde, ça le fera pas. Quelqu'un qui aura un super mental, tu vois, imagine le gros gladiateur. Moi, je suis un mental, je suis fort. Imagine, il rentre dans l'arène sans stratégie, il se fait couper en 2. Bien sûr. Donc c'est pour ça que pour moi, les 2 travaillent de pair. Tout va ensemble. Ton mental et ta stratégie. Et en sport, là, on le comprend très vite parce que un athlète qui a une super bonne prépa mais qui doute et qui est persuadé que les autres sont meilleurs que lui, il n'y arrivera jamais, quoi. Oui, non, c'est clair. C'est clair. Okay. Comme dit, des fois, il faut mieux pas avoir la meilleure préparation, mais penser que ça va le faire. Généralement, ça fait les meilleurs résultats. Être sûr de soi, être certain du résultat. Peu ouais, ce qui se passe. Tu sais, se connecter un peu à l'insouciance et à l'audace qu'on peut avoir quand on est enfant, quoi. L'enfant, il sait pas qu'il sait pas, il y va, quoi. C'est souvent la peur des parents qui va faire que d'un coup, il va avoir peur de l'eau, peur de faire du vélo, des choses comme ça. Et je trouve que des fois, dans notre vie, retrouver un peu d'insouciance et d'oser y aller. Voilà, après, il n'y a pas tant que ça à perdre. Et puis, on y revient. Ça fera toujours une expérience, c'est une solution à trouver, tu vois. Je suis pas non plus ce qui tue pas rend plus fort. Hein. Moi, de par mon parcours, ce qui tue pas te fait prendre conscience que tu es en vie, c'est déjà bien. Donc, mais voilà, ce sera toujours une solution à trouver. Et moi, je vois la vie comme des challenges et des solutions à trouver pour avancer vers. Et pour ce fameux objectif d'être meilleur que soi la veille. Mais c'est surtout que tu te compares à toi, donc en fait, t'es pas toujours dans la comparaison aux autres. Évidemment que les autres peuvent être une belle source d'inspiration. C'est pareil, on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie, donc faut quand même bien le gérer, ça, mine de rien. Mais voilà, mais après, si tu te sens sur toi, qu'est-ce que je peux faire le mieux chaque jour? Principe d'effet cumulé, hein, 1 vaut mieux que 0, et à la fin de l'année, par effet cumulé exponentiel. Et 100 fois pas grand-chose, c'est mieux que 100 fois rien. Ouais, c'est comme quand tu places de l'argent, hein. Au début, tu places 100 balles, c'est pas énorme, mais au bout de 10 ans, avec tel intérêt, ça te rend pas riche non plus. Hein. Mais t'en as un peu plus. Je me retrouve vachement dans ce que tu partages, c'est chouette, j'espère que ça parle à d'autres gens. Là, tu viens de me parler des 3 disciplines de ta vie actuelle. C'est quoi les transitions? Les transitions, en fait, c'est le fil conducteur, c'est toujours l'humain au centre des choses. Au centre, en fait, c'est pas l'humain qui doit s'adapter à un système, c'est l'humain qui doit trouver le système qui va s'adapter à lui. Donc en fait, c'est fort, ça. C'est pas tellement une transition, c'est un fil conducteur, c'est l'humain en fait comme personnage principal de sa vie. Non pas en tant que narcissique, loin de là, mais moi je pars du principe que si les gens allaient mieux, il y aurait moins de guerre, il y aurait moins d'agressivité, il y aurait moins de violence, il y aurait moins tout ça, quoi. Et après par contre,
c'est de la responsabilité de chacun de le faire, quoi. Personne ne viendra le faire à ta place, quoi. Personne ne va le faire à ta place. Ouais, personne. Et souvent, les gens attendent souvent qu'il y ait un nouvel gouvernement, que l'État mette en place ci, que ça. Moi, pour avoir voyagé dans de nombreux pays, il y a des pays, si tu veux t'en sortir, t'as un peu pas le choix, quoi. Ouais. Parce que t'as pas de couverture dans tous les sens et faut que tu les crées toi-même. Ouais. Alors, c'est d'autres avantages, d'autres inconvénients aussi. Hein. Voilà, j'enjolive pas du tout les autres pays. Et puis, j'ai choisi de vivre en France aussi, donc ça, c'est OK. Mais voilà, je pense que c'est se responsabiliser et arrêter de se victimiser ou de s'auto-centrer de trop, quoi. Ouais, en fait, l'impact qu'on a de nous, c'est celui-là qui compte le plus dans notre vie. Ouais, parce qu'en fait, c'est toi qui as la responsabilité de ton bonheur ou de ton malheur, en fait. Alors, certes, ce qui est dur, c'est que on part pas au départ avec tous les mêmes cartes, quoi. Ça, c'est clair. Ça, c'est, voilà, on va pas se mentir. On n'a pas la même jauge de base. Mais chaque carte aussi a ses avantages, ses inconvénients. Ouais. Des fois, tu nais avec un talent. Nombre, je sais pas, je prends l'exemple en sport, de sportifs qui sont angoissés parce que, ils étaient fils d'eux ou ils sont nés avec un talent et finalement, ils n'arrivent pas tant que ça à l'exprimer. Par rapport à quelqu'un qui avait moins de talent, qui a appris ce que c'était que s'entraîner, se remettre en question, finalement, celui-ci, au début, c'était plus dur pour lui. Mais il a appris des valeurs fondamentales qui, plus tard, adolescent, jeune adulte, c'est utile, quoi. Quand tu n'as eu que des facilités, il y a un moment dans ta vie, quand tu n'as jamais perdu, la première fois que tu perds à l'âge de 20 ans, tu sais pas faire. Tu sais pas faire. Moi, tu vois, tu sais pas faire. C'est intéressant cette phrase. Ouais, tu sais pas perdre. T'as jamais été confronté. Ouais, savoir perdre. Moi, j'ai attaqué le sport, j'étais nulle, donc je veux dire, quelque part, rapidement, mon premier challenge, c'était pas gagner, c'était pas tomber au départ. Tu vois, déjà. Pas la même chose. Non, mais voilà, je pense que c'est hyper important aussi de très jeune se confronter et relativiser. Tu fais ni gagner ni perdre. Moi, c'était un petit peu dans la culture. Je dis, mes enfants, vous devez faire. Il faut qu'elles fassent du sport, peu importe la discipline, peu importe le niveau. Mais pour se confronter le plus rapidement possible à une vraie école de la vie aussi, quoi. On revient à ce que je disais au tout début du podcast. Hein. Tout ce que le sport peut t'apprendre. Exactement. Dans le positif comme dans le négatif. Mais au final, ça crée cette harmonie entre les deux. Et après, c'est pas toujours de penser, ouais, mais moi j'ai des bonnes cartes, pas des bonnes cartes. Regarde, le monde, il est injuste. Hein. Ah, ça. Tu ne dis pas ton nom, ton prénom. Tu ne dis même pas ta tronche. Ouais. C'est un mélange de la tronche de ton père, de ta mère. Tu choisis pas où tu nais. Ouais. Tu choisis pas l'école que tu vas côtoyer. Tu choisis pas en fait tout ça. Tu choisis juste ce que tu décides d'en faire. Et par contre, tu choisis ton futur, quoi. Ouais. Et ton futur, c'est ta responsabilité là maintenant, c'est tes choix présents. Et ça, faut le faire. Ouais. Il faut faire ses choix, il faut les assumer. Alors les gens me disent, ouais, mais j'ai du mal à choisir. Ne rien faire, c'est un choix. Donc en fait, tout le monde choisit. C'est un choix, c'est vrai. Ah, c'est ça. Ouais, carrément. C'est un autre exemple, mais c'est ce fameux verre qu'on pousse et qui va s'écraser si on fait rien. Et ne rien faire, c'est choisir que le verre s'écrase. En fait, c'est toujours... Moi, je dis souvent à mes enfants, tout a un prix. Ne rien faire à l'instant T, ça peut sembler plus facile. Putain, la facture du regret que tu te prends derrière. Après... Et la facture du plombier qui est intervenu, qui s'appelle tout ce qu'il avait fait dans la maison. Avec la TVA, tout. Et après, en effet, parfois, être acteur de sa vie, à l'instant T, c'est plus difficile parce qu'il faut se responsabiliser, il faut cesser de mettre la faute sur les autres, trouver des solutions au lieu de trouver des excuses. Mais en fait, ça en vaut tellement la peine. Donc tout a un prix. Maintenant, c'est quel prix tu es prêt à payer. Quel prix tu es prêt à payer, ouais, c'est clair. C'est clair. Je reviens sur le sport. Je change de sujet, mais sur ta carrière de sportif, tu as commencé dans le triathlon. Ouais. Et ensuite, tu es parti sur le cross triathlon, le triathlon cross. Je sais même quel sens on le dit. Au cross triathlon, il y a une franchise américaine qui s'appelle le Xterra. Xterra, ouais. En fait, c'est à l'issue des Jeux de 2008. Donc j'ai eu le gros burn-out en 2004. Et je me suis dit, ok, je me reconstruis pour les Jeux de 2008. Puis après les Jeux de 2008, je dis, est-ce que je repars pour les Jeux de 2012. Et puis je me suis dit, je crois que j'ai un peu envie de vivre autre chose. Ouais. J'ai l'impression que j'étais devenu un peu, sans que ça soit péjoratif le mot, mais dans le fonctionnariat du triathlon, quoi. Je faisais les choses, c'était un peu toujours pareil. Et je me suis dit, j'aimerais bien me réinventer un peu. Toujours dans le triathlon. Mais là, je suis parti dans ce qu'on appelle le longue distance, donc Ironman, Alpha Ironman, la longue distance, et le Xterra. Natation, VTT trail, c'est la version un peu off-road du triathlon. C'est un peu... le trail running est à la course sur route. Ouais, exactement. C'est pour les rebelles, ça. Donc, alors finalement, au début, t'as presque l'impression de commencer un projet de A à Z. Et même, tout le monde dit, mais t'es folle. Très peu d'athlètes sont passés du triathlon traditionnel au cross triathlon. Ok. En plus, tu vois, en quittant les équipes de France olympique, tu perds les privilèges de ta fédé. Tu vas perdre ton contrat avec l'armée de terre, puisque j'avais un contrat athlète de haut niveau de la défense. Ouais.
Et c'est vrai que je me dis, ouais, mais je préfère perdre tout ça que cette sensation de prison dorée. Et à ce moment-là, en fait, t'as l'impression parce que tu repars à zéro, mais tu repars jamais à zéro dans la vie, en fait. J'ai capitalisé des choses. Il a fallu se réinventer parce que les configurations de course sont différentes, les saisons sont différentes, la durée d'effort est différente, le type d'effort est différent. Et je m'étais vraiment donné comme but de me dire, allez, cap ou pas cap, tu te donnes 3 à 5 ans pour être dans les 10 meilleurs mondiaux et ça a été plus vite que prévu. Donc ça a chouette. été bien plus Ah vite ouais, que prévu. par contre, ouais, mais tu vois, ce que le monde oublie, c'est que la première course que je fais, c'est une coupe européenne. Putain, j'ai pris 14 minutes par la championne d'Europe en titre, quoi. C'est beaucoup 14 minutes, hein. Ah, c'est beaucoup. Voilà, mais ça, les gens oublient, tu vois. Parce qu'il fallait se réapproprier, passer du vélo-route au VTT. Ouais. Et pour ça, en fait, j'avais un sponsor vélo qui avait une team pro en VTT. Ok. Et je suis parti en stage avec eux pour apprendre le VTT. Donc, en fait, quand tu veux une habileté, t'apprends auprès des meilleurs. J'avais pas la prétention d'être une VTTiste parce que c'est trop tard, ça s'acquiert très jeune, les trajectoires, voilà, il y a des choses quand tu veux entrer au niveau, ça s'acquiert très jeune, comme un skieur, comme un nageur. Mais j'ai appris plein de tips et c'était une super chance. Et derrière, finalement, quand je suis arrivé sur l'extérieur, j'ai dit là maintenant, on va plus jouer de la même manière. Et finalement, dès la deuxième année, je suis championne d'Europe devant celle qui m'a mis 14 minutes. Mais c'est chouette aussi parce que t'as une belle source d'inspiration. Ouais, bien sûr. C'est devenu plus tard d'ailleurs une amie. On a eu le même entraîneur pendant un temps, on s'est entraîné beaucoup ensemble. Trop bien. Ce qui était chouette parce que tu te dis quelque part, c'est notre gagne-pain et on a compris l'intérêt de s'entraîner ensemble pour se tirer vers le haut aussi. Et puis quand il y avait les courses, que la meilleure gagne. Voilà, que le jour des courses, il gagne. Et l'autre qui perd en soi. Même si, bon, tu peux avoir 2 gagnants, mais. Après, sur certaines stratégies de course, tu protèges plus ton sparring partner que d'autres nations, tu vois. Ouais, je comprends. Et tu l'as dit rapidement, mais passer du triathlon route au triathlon off-road, Ouais. c'est rare. C'est rare, ouais. C'est rare aujourd'hui aussi. Ouais, parce qu'en fait, t'es de plus en plus spécialisé, quoi, mine de rien. Okay. Le très haut niveau te demande une grande spécificité. Et après, moi, j'avais peut-être un profil plus polyvalent, plus agile, en fait, qu'un stéréotype qu'on retrouve aujourd'hui en Coupe du Monde. Et moi, je vois aujourd'hui, je suis scié de voir comme le sport a évolué. Je vois, nous, ce qui représentait nous l'élite mondiale avant, ce que c'est devenu aujourd'hui, les temps de course à pied, la spécificité qu'il y a. C'est pour ça que les reconversions dans une discipline assez similaire sont de plus en plus difficiles aujourd'hui. Ce qui est normal, c'est l'évolution. Ouais. Tu sais, regarde, à l'époque, regarde, aux Jeux Olympiques, Carl Lewis, médaillé d'or en saut en longueur et sur 100 et 200. Aujourd'hui, impossible. Déjà, faire du 100 et du 200, c'est déjà fort. C'est déjà très fort. Usain Bolt le fait, mais les autres, être champion olympique dans les deux, c'est très dur. Ouais, tu rajoutes la longueur. Donc, tu vois, il y a une surspécificité. Ouais, c'est clair. Mais voilà, c'est avec toutes les évolutions, on va dans l'infiniment petit, dans l'infiniment performant, donc tu peux pas être multicarte, quoi. Et alors, tu parlais tout à l'heure des Jeux de Paris, et là tu parles à l'instant de comment le sport a évolué, le triathlon. Quel regard tu portes sur Cassandre Beaugrand, par exemple, championne olympique? Alors moi, c'est rigolo parce que tu vois, alors il y avait la génération Vincent Louis, c'est juste, c'est le vieux des équipes de France actuelles. Ouais, mais c'est le jeune. Et moi, c'était le jeune quand je terminais. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Donc en fait, des gens comme Cassandre, elle est née, je venais d'être championne du monde junior. Donc en fait, elle était encore avec un biberon et en couche-culotte à ce moment-là. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est sûr qu'une médaille olympique, ça booste un système, ça booste une fédération. Après, ce que je trouve chouette, c'est qu'aujourd'hui, il laisse beaucoup plus de liberté aux athlètes de s'entraîner où ils veulent, dans les structures à l'étranger et autres. Ce qui était moins le cas à notre époque, donc je trouve ça vraiment chouette aussi de faire confiance aux athlètes pour qu'ils soient prêts le jour J, en ayant la préparation que eux décident. Nous, on était une époque où le stage fédéral, c'est telle date, et voilà, tu t'entraînes avec le collectif France, quoi, point barre. Donc cette liberté, elle est géniale, je trouve. Okay. Après, ce que je trouve aussi très bien pour le triathlon de manière générale, alors les réseaux sociaux, avec l'avantage, l'inconvénient que ça a eu, ça a boosté un petit peu les revenus des athlètes, les images des athlètes. Nous, on était aujourd'hui les meilleurs, sont beaucoup mieux payés que nous. Par contre, c'est de plus en plus dur. Il n'y a plus la classe moyenne. C'est soit tu es parti au top 10 mondial et tu vis très très bien du triathlon, mieux que nous à notre époque. Oui. Après, au-delà, c'est compliqué. Nous, jusqu'au top 20 mondial, tu pouvais en vivre correctement. Aujourd'hui, tu es top 20 mondial, alors c'est galère, quoi. Ouais, donc ça, c'est intéressant. Il y a des marques aussi autres que
que des marques de sport qui sponsorisent les athlètes. Bien sûr. Donc c'est aussi chouette. Tu vois, des marques de voitures, des marques de café, Les vêtements. de vêtements. Ouais. Donc ça, je trouve que c'est chouette. Et puis finalement, bah, ça a aussi montré le triathlon, tu vois. Comme ça, je suis plus du tout expliqué que le triathlon, c'est avec une carabine et des skis, tu vois. Les gens, ils situent bien le truc. Ils situent bien les choses. Ouais. Ah. T'aurais aimé, dans cette époque-là, là, actuelle, faire du triathlon au niveau à cette époque-là? Moi, je sais pas comment j'aurais su gérer les réseaux sociaux à l'époque. Ok. Ouais, et je le vois aujourd'hui, hein, les athlètes que j'ai en préparation mentale, c'est un vrai problème. La gestion des réseaux sociaux. Parce que bah, des fois, c'est tout bête, mais certains athlètes se font attaquer pour être provoqués avec des captures d'écran et tuer l'image d'un joueur ou d'une joueuse. Les paris en ligne qui viennent saccader, tu te prends des menaces de mort, des insultes. Donc je sais pas comment j'aurais su gérer. Sincèrement, ça doit vraiment pas être facile à gérer. Des fois d'ailleurs, on le fait gérer par quelqu'un d'autre, hein, parce que l'athlète, c'est trop compliqué. Les sponsors aussi, dans les contrats aujourd'hui, t'as des clauses avec tu dois mettre tant de posts, avec tel hashtag, tel ci, tel ça. À telle date. Telle date, voilà, il y a quand même telle lancement de produits, putain, tu vas dire que t'aimes bien. Donc je trouve que ça, c'est un petit peu... c'est dur, mais ça fait partie du monde moderne. Ouais, ça fait partie du métier aujourd'hui. Bien sûr. Ok, j'aime bien ta réponse, c'est intéressant. Vous, à l'époque, financièrement... Ouais, désolé, hein, mais c'était il y a 20 ans maintenant. Attends, c'est comme ma fille, elle me dit, mais toi, à l'époque, la vie, elle était en noir et blanc, mon couleur. C'est Je dis, dur. non, mais c'était les télés déjà, et puis moi, j'ai eu la télé en couleur quand même. Ouais. Elle m'a vu comme un dinosaure, quoi. Des écrans plats, pratiquement. Donc, à mon époque. Quand tu étais pro, Ouais. les contrats que vous aviez financièrement, c'était que des contrats étatiques, enfin de l'État? Alors, moi, j'avais un contrat avec l'armée de terre, donc avec possibilité d'une reconversion au sein de l'institution, si on le souhaitait. On a aussi les contrats clubs. Les clubs en France sont essentiellement des bourses de conseil général, conseil régional, plus quelques sponsors privés. Des primes par rapport à notre matériel, tu vois, ton matériel de vélo, t'es fourni de A à Z, plus tu peux avoir un contrat financier avec. Donc pareil, équipement running, tout ça. Et après, prime sur les courses. Voilà, à la réussite, quoi. Prime à la réussite, ouais, voilà, exactement. Donc c'est, moi, c'est ce qui cumulait les choses. Moi, toute transparence des prix, moi, à peu près, si je lisse sur ma carrière, je gagnais entre 6 à 8 000 euros par mois, net. C'était un peu d'impôts payés dessus. Ouais, quand t'encaisses des chèques en dollars, faut gérer un peu la bourse pour voir quand est-ce savoir s'il faut les encaisser ou pas. Ouais, si t'attends un peu. Mais voilà, moi, c'était grosso modo ce que je vis. Mais pareil, parce que j'étais top 10 mondial en triathlon classique. J'étais dans les 2 à 3 meilleurs athlètes de mon pays. Et après, etc., dans le top 5 mondial, même top 3 mondial. Voilà, ça, c'est des primes de ce niveau-là, quoi. D'accord, ok. Voilà, c'est comme ça a permis, alors, ça te permet pas de faire des générations. Mais moi, tu vois, très jeune, j'ai pu placer mon argent, acheter un appartement, réfléchir à la suite. voilà, ce qui m'a permis d'acheter ma maison aussi. Enfin, voilà, ça m'a permis ça. Après, la seule chose qui est dure, c'est l'insécurité, tu vois. Les saisons où ça marche bien, c'est jackpot. Quand t'es blessé, t'encaisses pas, quoi. Oui, ou encore pire, dans ton cas, quand ta carrière s'arrête, quoi. Quand la carrière s'arrête, tu perds tout, puisque si t'as certains contrats, si tu termines pas la saison, en fait, ils ne versent pas à la fin de ton contrat, tu vois, il y a des... il y a des clauses, c'est comme ça, quoi. Wow. Pareil, t'as pas la certitude quand tu signes pro, ça se trouve dans 3 ans, ta carrière, elle est finie, quoi. Ouais, c'est clair, bien sûr. Donc, il y a un petit peu tout ça qui est pas évident, quoi. Enfin, mais bon, qui fait partie du jeu au départ, tu le sais, quoi. Oui, tu le sais, et je préférais vivre comme ça, me créer ma sécurité, plutôt que d'attendre que ce soit quelqu'un qui crée ma sécurité. On en revient à tu joues avec tes règles, en fait. Pareil, tu joues avec tes règles et t'attends pas que ce soit l'externe, mais tu sais, dans la vraie vie, c'est ça, beaucoup de gens attendent un contrat pour être en sécurité, pour ça, et c'est parfois ce qui les empêche d'entreprendre, alors que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est une vraie sécurité. Parce que tu choisis tes clients, tu choisis tes prix, tu choisis les périodes de l'année où tu as envie de beaucoup bosser. Tu vois, tu as plus de sécurité que finalement quelqu'un qui a l'illusion que l'externe va lui assurer sa sécurité. Voilà, après, c'est des mindsets. Et puis parce que je pense que moi, depuis l'âge de 14-15 ans, je suis à fond là-dedans. J'ai été aussi vivre un peu aux États-Unis, donc c'est un état d'esprit qui est un peu différent. Bien sûr. Voilà, donc j'ai ce conditionnement, moi, qui me fait pas peur. Tout le monde ne pourrait pas le faire, mais je pense que chacun peut s'autoriser un petit peu plus à être plus acteur de sa vie, quoi. Ok.
Je vais faire le parallèle entre ta carrière d'aujourd'hui Ouais. et ta carrière de sportive. Ouais. Aujourd'hui, tu fais une grosse partie de prépa mentale, comme tu as pu le dire. Ouais. Enfin, une de tes trois disciplines. Ouais. Toi, à l'époque, c'était quoi la part de la prépa mentale? Moi, c'était un peu... c'était l'époque où il n'y avait pas de préparation mentale. C'est... si t'as mal, t'es faible. Si tu pleures, t'es faible. Nickel. Entraînement difficile, compète facile. Le mal est une vision de l'esprit. La tu vois, douleur est une information. C'était que un tu petit dois peu la prendre. partie un peu force spéciale, tu vois. Ouais. Donc il n'y avait pas tant que ça sur la préparation mentale. Après, je me rends compte que naturellement, bah, on trouvait des solutions, tu vois. Moi, Ouais. je me suis rendu compte que d'imagerie mentale, j'en faisais pas mal. La Ok. projection d'objectifs, placer une intention. C'est des choses qu'au lieu d'un résultat, tu places une intention de quelque chose, d'un process connu. Tu vois, un objectif de processus plus qu'un objectif de résultat. Tu vois, en fait, je me suis rendu compte que tout ça, je le faisais. Et indirectement, bah, c'est des outils de préparation mentale, en fait. Ouais, carrément. En réalité, donc, tu vois, ça se faisait, mais c'était pas aussi cadré. Il a fallu qu'en fait, il y ait beaucoup de craquage, parce qu'il y avait du craquage, il y avait... Pareil, quand un athlète était cramé, dépressif, on le cachait un peu, tu vois. Ouais. On le laissait moisir. Et il a fallu que quelques athlètes, tu vois, il y a eu des Camille Lacour, il y a eu plein d'athlètes comme ça, où il y a eu des reportages, Ouais. des Naomi Osaka, tout ça, qui ont expliqué qu'en gros, la tristesse des athlètes de haut niveau, la dépression, les conduites additives, il a fallu qu'ils en parlent, tu vois. Et la parole a commencé à se délier. Et je pense que derrière, on a plus pris l'individu au cœur des choses. En fait, c'est le sport au service de ta vie, mais pas l'inverse. Et on a compris qu'un individu épanoui, c'est un individu performant. Bien sûr. Et que la performance sans l'épanouissement personnel, c'est juste pas possible. Donc en fait, je pense que c'est petit à petit que c'est venu comme ça. Et on s'en est aussi rendu compte en entreprise, tu vois, le lien il a été fait. La performance à tout prix et l'humain non accompli, ça passait un peu avant le Covid. Puis en post-Covid, les gens se sont dit, mais je vais être heureux en fait dans ma vie. Je vais avoir un équilibre de vie, je vais avoir, voilà quoi. Donc il a fallu que les paroles se délient un peu, mais tu vois, c'est arrivé en 2012, 13 par là, hein, pas trop avant. Hein. Tu penses que tu aurais été plus performante si tu avais été accompagnée en prépa mentale? Il y a deux questions que je me pose. Soit je me dis, putain, j'aurais été une machine de guerre. Soit je me dis, ça se trouve, j'aurais arrêté. En me disant, mais pourquoi? Tu vois, je sais pas en fait ce que ça aurait fait. C'est intéressant. Parce que je me suis dit, ça se trouve, je l'ai fait parce que je savais pas quoi faire d'autre, ou j'avais pas conscience que j'avais d'autres qualités ailleurs. Donc je me suis dit, écoute, dans le sport, tu y arrives à fond, tu verras bien ce que ça donne. Tu vois, je sais pas en fait. Ça se trouve, j'aurais dit, mais non, c'est complètement construit. Aujourd'hui, tu as le cas d'athlètes, par exemple, que tu accompagnes en prépa mentale et où tu te rends compte qu'en fait, ça va les amener à arrêter. Ça m'est arrivé sur un petit jeune tennisman qui jouait de fond en tournoi des petits as et tout ça, hein, qui est quand même une grande référence au niveau national et international. Ouais, à Tarbes. Pour donner une idée, voilà, un Nadal, un Gasquet ont gagné sur les tournois des petits as. Et un gamin très doué, hein, pour le coup, vraiment, il y avait tout. Et en fait, on commençait à travailler en préparation mentale. Les parents se sont dit, non, c'est pas notre job. On a travaillé. Et il s'est rendu compte qu'en fait, ça faisait pas sens pour lui. Et il a arrêté. Et il a arrêté complètement. Son entraîneur, il était fou, tu vois. Ouais. Et sa mère, elle était tellement heureuse, elle a dit, mais ok, nous on aurait été super fiers de lui, mais voilà. Alors derrière, il a fait une école d'ingé, il travaille chez Airbus à Toulouse, donc tu vois, c'était un gamin brillantissime, mais il s'est dit, c'est pas la vie que je veux de tennisman en fait. Ok. Et c'est mieux de le faire avant d'être malheureux, quoi. Mais et ça m'a fait bizarre parce qu'en gros, tu dis, ok, on va aider Timio à être numéro 1 français et accéder au parcours mondial, en fait, tu vois, au circuit ATP. Et en fait, bilan d'un an de préparation mentale, il arrête. Wow. Mais heureux d'arrêter, en fait, et accompli. Et c'est un petit jeune. Il est plus jeune que ça maintenant. Qui a 23 ans aujourd'hui, et à qui je suis restée en contact, quoi. Okay. Donc, tu vois, c'était beau, et les parents sont ok, mais pareil, on a eu affaire à un environnement qui était bien, tu vois. Ouais. Pas des parents qui transfèrent leur envie à eux. Ouais, fiston champion, quoi. Voilà, leur frustration à eux sur les épaules de leurs gamins, quoi. Donc, tu vois, voilà, donc c'est un cas qui est arrivé, une fois. Et donc, ta question que tu te poses à toi-même est légitime, en fait. Ouais, parce que je me dis, ça se trouve, cette prise de conscience que je n'étais pas qu'une sportive et que je pouvais aussi exceller ailleurs, ça se trouve, aurait fait que j'ai arrêté. Ou alors, je te dis, je serais devenue une machine de guerre, je sais pas. Aucune idée. Et on le saura jamais. On le saura jamais. Par contre, tu vois, tout ce que le sport de haut niveau m'a enseigné, m'a permis de cartonner dans l'entrepreneuriat, quoi. Ouais. Parce que
bah, je te dis, ta gestion d'émotions, créer un système dans lequel tu vas pouvoir t'accomplir, qui va entretenir ta réussite, ta motivation au quotidien, te fixer des objectifs, créer tes routines. Tout ça, c'est ce que c'est ce que j'ai vécu pendant des années. La non-peur, l'incertitude, mais la conviction que toi, ça va le faire. Ouais. Tu vois, c'est des choses qui aujourd'hui sont primordiales, quoi. tu vois, quand il y a des crises type Covid ou autre, tu te laisses pas envahir par le phénomène. Enfin, tout ça, en fait, c'est ce qui c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont plus faciles. Et sincèrement, l'entrepreneuriat, ça fait moins mal aux jambes. Franchement. Oh, ça dépend, hein. Je vois Carla qui hoche la tête. Ça ce fait week-end, on est bien canné quand même. Ça fait plus mal au cerveau des fois, mais oui, c'est vrai. C'est oublier le nombre de coups de pédale et de kilomètres running que t'en es. Après, encore une fois, c'est dans ta relativité. Ouais, mais Strava va t'envoyer un record. Il va te faire un clap-clap. Ouais, bravo. Kudos. C'est bien, Ça, c'est de la prépa mentale pour toi. Le quoi, Strava, les kudos, même les réseaux sociaux en soi, le bien-être que ça procure. Oui, bah oui, c'est une petite décharge de dopamine. Hein. On a notre petit frigo. En fait, notre cerveau, il fonctionne carotte ou bâton dans la vie. Tu vois, c'est soit on cherche la carotte, soit on fuit le bâton. Donc ouais, je pense que c'est un plus. Après, par contre, ce qu'il faut juste faire attention, c'est pareil. C'est pas parce que t'as pas beaucoup de kudos que t'es pas une belle personne, tu vois. C'est pas le nombre, comme sur je sais pas, sur un réseau, c'est pas le nombre de likes qui fait que t'es quelqu'un de valeur ou pas quelqu'un de valeur, tu vois. Faut sortir de ça rapidement. Mais ça fait toujours plaisir, ça fait toujours du bien. Mais c'est pas ton identité, c'est pas ta valeur, quoi. Ça te définit pas, quoi. Et moi, je le vois dans mon boulot, je suis pas mal les réseaux sociaux. Des fois, franchement, la dernière fois, j'ai fait un post hyper chiadé sur la neuroscience, tout ça. Allez, 150 likes, tu dis bon, ok. La dernière fois, j'étais à Casto, je faisais croire avec une plante que je fais du saut à la perche à la Duplantis. 700 likes, quoi. Tu dis, d'accord, bon, allez. Bon. Ok. Voilà. Bah, s'il peut que je mette mon chien qui ramène un bâton, alors je te dis pas, ça peut être les 1000 likes, tu vois. Donc, je comprends. L'idée, c'est juste, voilà, c'est. De se détacher un peu tout ça. Ma valeur n'est pas définie par le nombre de waouh, quoi. C'est clair. Je reviens un peu sur la prépa mentale dans le sport, mais pour le coup, à niveau amateur, j'ai envie de dire. À quel point, quel est ton regard là-dessus? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est intéressant pour quelqu'un allez, on va dire comme moi, qui court bien par exemple, mais qui sera jamais un champion? En tout cas, pas comme on le définit justement. Bah, moi, je trouve que ce serait même tout aussi important, voire plus, tu vois, même carrément, je pourrais presque dire. Parce que, déjà, la phrase que j'aime pas, c'est quand les gens disent oui, mais tu sais, moi, à mon niveau, ça sert à rien. J'ai déjà tellement de points sur lesquels progresser. Oui, mais en fait, qu'est-ce qui fait peut-être que tu n'arrives pas à te reposer ou à faire un entraînement de plus, par exemple, c'est parce que mentalement, il y a un blocage aussi, tu vois. Donc, surtout quelqu'un qui est amateur, bah, il faut qu'il gère son entraînement, parfois une vie de famille, parfois un boulot, parfois tout ça. Donc la préparation mentale, elle va t'aider à te fixer des objectifs dans chacune de tes sphères de vie et d'arriver à avoir un équilibre. Et ensuite, je me dis, bah, finalement, l'entraînement mental, c'est des petites habiletés que tu développes tous les jours et qui ne demandent pas forcément beaucoup de temps. Alors que, bah, faire une sortie run d'1h30, bah, ça te prend 1h30. Donc, il y a plein de choses sur ça. Donc, je pense que moi, ce serait tout aussi important parce que, bah, tu sais, la performance, elle est liée à, bah, déjà, ton potentiel, moins les interférences. Donc, la préparation mentale va t'aider à utiliser ton plein potentiel. Donc, moins de frustration aussi. Et ensuite, bah, c'est l'aspect physique, tactique, technique, et puis mental, en fait. Qu'est-ce qui va faire que toi, pousser un petit peu le bouchon à des moments donnés, bah, c'est parce que mentalement, tu penses que c'est possible pour toi. Qu'est-ce qui fait que des fois, tu lèves le pied? Parce que des fois, l'amateur, il veut avoir toujours plus parce qu'il cherche à se prouver. Alors que si mentalement, tu es sûr de ta valeur, tu rajoutes pas, tu vois, des intensités, des entraînements un petit peu en plus pour jouer au warrior, qui parfois conduisent à la blessure, tu vois. Donc finalement, je pense que, ouais, à tout niveau, c'est hyper important. Et après, c'est de se rendre compte que ce que tu vas travailler pour ton sport, bah, ça va répercuter aussi dans la vie à côté, face à des défis, des challenges de la vie, ou face, tu vois, ça va plus facilement, ça va t'aider en fait. Et là, tu vois, on a un exemple rigolo, t'es arrivé à la maison, t'as vu, on est en plein travaux, et je me dis, tu vois, ce que la préparation mentale m'a appris dans les travaux, bah, c'est que rien ne se passera comme prévu, c'est que tout prendra plus de temps que prévu, c'est que, bah, t'oses le faire, tu sais t'adapter à une situation. Donc en fait, la préparation mentale, elle va t'aider même, tu vois, dans ta vie de famille, relationnelle, dans ton boulot à côté. Donc je pense qu'en fait, c'est pour un amateur, il pense trop que c'est réservé qu'aux élites ou aux sportifs.
alors que pas du tout, quoi. Ok, je prends le temps de process tout ce que tu dis, mais je pense que c'est hyper intéressant et ça rabat un peu les cartes de comment est-ce qu'on peut voir son sport en tant qu'amateur, justement. Parce que c'est vrai qu'il y a plein de leviers sur lesquels on peut actionner grâce à la prépa mentale aussi, donc ça fait sens. J'ai un petit jeu dans ce podcast. Ah, cool. On a un petit jeu dans ce podcast. Je sais pas si tu as écouté des épisodes, tu sûrement pas eu le temps, mais c'est le jeu du oui ou non. Ouais, bon, ça devrait. C'est pas oui et non. C'est pas oui ni non. Ouais, c'est ni vraiment oui, oui ou non. Ok. L'idée c'est. Et apparemment, on va faire demi-tour. L'idée c'est que tu répondes par oui, par non, du tac au tac, ok. sans trop réfléchir. Enfin voilà, je vais pas D'accord, t'expliquer. ok. Tu peux prendre un joker si t'as envie. Mais je sais pas pourquoi je sens que tu vas pas en prendre. Ouais, non, mais vas-y, vas-y, on lance le pari sans joker. Allez, on fait ce petit demi-tour et on lance le oui non. Marion, est-ce que tu es prête? Ah, fallait répondre là, oui. Oui, oui. Est-ce que le cross triathlon c'est le meilleur sport qui existe? Non. Est-ce que ta maladie a changé ta vie? Oui. Est-ce que sortir les poubelles c'est la pire tâche ménagère? Non. Est-ce que le chocolat c'est bon? Non. Ça J'aime va. pas en plus. Non, mais ça, je suis allergique. J'ai lu sur le site internet. Ah, d'accord. Est-ce que c'est un regret de n'avoir été que suppléante aux Jeux Olympiques? Non. Est-ce que l'équipe de France est le Graal du sport de haut niveau? Non. Est-ce que le haut niveau te manque? Non. Est-ce que les réseaux sociaux pour toi... Attends, juste, non, je peux pas juste compléter. Après on fera ok, il reste deux d'accord, questions ok. et tu pourras Ok, faire ce que ok. tu voudras. Est-ce que les réseaux sociaux pour toi c'est sain? Je vais dire oui. Ok. Et dernière question, est-ce que tu es fier de toi? Ouais, franchement, ouais. Trop bien. Juste, je voulais redire sur deux choses. C'était quoi sur. L'équipe de France, le Non, Graal? non, le haut niveau. Le haut niveau te manque, ouais. En fait, moi, aujourd'hui, dans l'entrepreneuriat, je veux atteindre le haut niveau. Donc, Hey. voilà, donc c'est le haut Le niveau niveau dans sportif, le sport, quoi. ouais, ok. Non, non, mais voilà, je vais aller chercher l'élite dans l'entrepreneuriat. Ok, trop bien. Voilà. Et Ouais. après, l'avant-dernière, c'était L'équipe de France te manque. Le Graal du haut niveau, non, j'ai pas dit ça. Le chocolat, non, ça non, tu pas les le as dit. chocolat. Mince. Les réseaux sociaux, est-ce que Les pour réseaux toi c'est sociaux. ça? J'ai mis oui parce qu'en fait, pour moi, c'est dans le business, c'est une com gratuite Mhm. sur laquelle tu peux vraiment accélérer en termes de marketing. Donc, si tu apprends à bien t'en servir, bah oui, c'est ça. Après, si tu en es esclave et que tu définis ta valeur sur les réseaux sociaux, évidemment non. Ouais, ok. Et alors, on parle pour toi, mais du coup, dans la globalité, tu penses que les réseaux sociaux, c'est une bonne chose qui soit arrivé dans ce monde? Enfin, bah là, je dirais non, quoi. Ouais. Mais bon, tout comme regarde les pesticides, regarde tout. Enfin, il y a plein de choses Ouais, qui ouais. ont fait partie de l'évolution, qui sont pas que extraordinaires, hein, qui Ouais. détruisent la planète, Mmh. qui. Donc Ouais. voilà, quoi. Ouais, non, je comprends. On est obligé d'avancer avec notre monde, quoi. Ouais, Mais de toute façon, ça revient à ce que tu as dit globalement en fil rouge du podcast, c'est que de toute façon, le monde il est comme il est aujourd'hui. ouais, c'est ça. La question c'est quel choix on prend de nous pour Tu vois, vivre dedans et être heureux dedans. Tu vois, quoi. j'aime pas les gens, ouais, avant c'était mieux, avant. Bah, avant, tu mourais de la peste et du choléra. Non mais oui, c'est sûr, c'est sûr. De toute façon, on va pas revenir en arrière, on va pas dans le futur, Voilà, on va c'est vivre ça, là. quoi, c'est ce donc, que c'est. Et par contre, c'est la responsabilité, c'est parce que si on en est là, c'est que c'est des humains qui ont créé ça, quoi. Ouais. Donc, Trop bien. voilà. Ah mais je partage, globalement je partage vraiment ce que tu dis, c'est agréable d'en parler. J'ai quelques questions pour finir le podcast. Ouais. Qui sont un peu plus philosophiques, mais globalement on a pas mal philosophé pour ce Ouais, je podcast, trouve, donc, donc ça. Tu vois, on a bien envoyé, je sais pas combien on a fait dedans, Ouais, mais on court, hein. on va bien On là. a presque 11 bornes là déjà. Ouais, bien. Une belle sortie. C'est quoi ton plus grand rêve aujourd'hui? Putain, mes rêves, moi, ils ont pas de limite, mais mon rêve, c'est de transmettre, en fait. C'est que aujourd'hui, tu vois, c'est que chaque personne puisse utiliser son plein potentiel et écrire sa success story. C'est ça, en fait, mon rêve. Il est pas ramené qu'à moi, il est vraiment d'arriver à diffuser pour les autres. Vraiment la transmission aujourd'hui. Ok, ouais, j'adore. Est-ce que tu as un prochain objectif sportif? Et si oui, lequel? Ouais, on va sûrement au mois de mai faire un raid humanitaire pour une association. Et tu vois, c'est les seuls moments où sportivement j'arrive à me refaire un peu une prépa. Parce que le binôme avec lequel je suis court moins vite que moi, donc je sais que c'est moi qui vais porter l'eau. Ok, waouh, Donc faut que j'en parle un peu de casse, mais tu vois, ouais, on va faire un raid humanitaire sûrement en Corse au mois de mai. génial. Trop bien, ça s'appelle comment? Corsica Raid. Ok, trop bien. Et notre but justement, c'est de récolter des fonds pour l'association. Tu vois, il n'y a pas de. Ouais. Il n'y a pas de gloire, il n'y a pas de médaille, il n'y a pas de chèque. Bah, Enfin, pas de chèque oui. pour nous, quoi. Mais pour, Ouais, il y en a pour une différemment quoi. association. Ouais, voilà, ouais. Ouais. Et justement, l'association pour laquelle on va courir, c'est pour aider les femmes à l'issue d'une maladie, et notamment le cancer du sein, à se reconstruire. Ok. Parce que derrière, d'un point d'identité, un cancer, une maladie, tu perds beaucoup, et comment tu te reconstruis après tout ça, quoi. Ok. Donc c'est de les aider dans ce parcours post-maladie. Génial, on suivra ça. J'espère que tu le partageras sur tes Ouais, réseaux sociaux. bien sûr. Dans la course à pied, il y a une notion un peu
de fuite ou alors de courir après quelque chose? Est-ce que tu penses que tu fais l'un ou l'autre? Ouais, c'est chelou la course à pied intense. Tu joues au foot, tu joues au tennis, tu joues au golf, mais tu joues pas à courir. C'est clair. Et c'est vrai que je pense que c'est à chacun. Moi, avant, c'était vraiment l'idée de me dire qu'est-ce que tu peux faire de mieux qu'hier et me voir évoluer. Là, aujourd'hui, c'est le fait de se dire c'est juste du corps en mouvement. Tu vois, quand j'ai besoin de marcher, je marche. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de fuite, il y a juste plus un moment présent pour moi. Ok. Je suis dans le moment présent, des fois c'est juste écouter le bruit du pied au sol, tout ça. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est plus un moment présent. Trop bien. Mais je comprends la notion de fuite. Ouais, trop bien. Et pareil, des fois, dans le sport d'endurance, une fois, je me suis dit, mais en fait, pour faire du sport d'endurance, tu dois pas t'aimer, en fait, pour te mettre dans des états comme ça. Tu sais, il y a une part de toi qui tu te détestes, en fait, pour te faire mal. Donc voilà, je pense Oui, qu'il t'as y a envie de te faire du mal, quoi. il y a des moments de vie, quoi. Et là, aujourd'hui, c'est un moment présent pour moi. Trop bien, merci de partager ça. Est-ce que tu aurais quelqu'un à nous recommander qu'on peut contacter de ta part et inviter sur le podcast? Simone Veil, mais bon, je pense pas que vous puissiez l'inviter. Si quelqu'un a le contact, franchement. Ouais, peut-être quelqu'un comme, tu vois, Théo Curin, qui c'est un petit jeune que j'ai eu en préparation mentale pour ces JO de Rio. Waouh. Et voilà, on vient amputer des 4 membres suite à une leucémie foudroyante. Enfin, Vous avez 4 ans, je une crois, si je dis énergie pas de bêtises. foudroyante pendant 5 ans. Ok. 5 ans et c'est un chouette bonhomme aujourd'hui. Ok. Voilà. Mais après, aussi peut-être des fois, un jogger comme ça, et lui demander pourquoi tu cours, ça peut être aussi rigolo. Ouais, tiens, ça pourrait être drôle. De m'interviewer moi-même. Ouais, ça pourrait être bien, sympa. On va laisser Carla m'interviewer du coup. Et Moi, je pédale. Et en revanche, on contactera Théo de ta part si tu le veux bien. De Théo, tu peux le contacter de ma part, avec grand plaisir. Super, Il sera OK. trop cool. Ce serait un plaisir de l'avoir sur le podcast et je pense qu'il y a plein de choses à raconter. Ouais. Dernière question pour finir. Où est-ce qu'on peut te suivre? Alors, en courant dans les chemins, tu vois, déjà. Ça, c'est difficile, mais... Mais non, tout ce qui est les réseaux sociaux, tout simplement, Marion. Laure Blanchet, je précise, c'est mon nom de famille, je ne m'appelle pas Laure. C'est pas Marion Laure Blanchet. Voilà, ou Marie-Laure. Donc Marion Laure Blanchet, L-O-R, B-L-N-C-H-E-T. Alors, toute personne qui m'écrit sur les réseaux sociaux, c'est moi qui réponds, tu vois. Ok. Autant j'ai un community manager, mais quand quelqu'un prend la peine de me poser une question et de m'écrire, c'est moi qui prend la réponse. Donc, sur les réseaux sociaux, et puis, de toute façon, on se mettra les liens mutuellement et bien sûr. on se trouvera. Trop bien, trop cool. Mais merci beaucoup, Marion, pour ce moment d'échange. C'était vraiment super intéressant. Pour toutes les personnes qui veulent en apprendre un peu plus sur la prépa mentale et sur ce que tu fais aujourd'hui et qui pourquoi pas travailler avec toi, ils savent où te joindre maintenant et où te contacter. Et puis avec, tu es très disponible, je peux le confirmer. Si mon histoire peut aider, ou si tu vois, ne serait-ce qu'il y a une phrase qui peut percuter quelqu'un, pour moi, la mission est accomplie. Merci beaucoup. Comme tu l'as dit, on a bien couru parce qu'on a couru 1 heure et 5 minutes, presque 12 bornes. Donc, ok, nickel. La vie est belle, c'est la clair. vie est douce. Merci beaucoup. Merci en tout cas pour la confiance et puis à très bientôt. Ciao, ciao. Si vous avez aimé le podcast, pensez à le noter et le partager autour de vous. Et si vous avez envie de voir un invité en particulier, faites-le nous savoir en commentaire. À très bientôt pour une nouvelle séance.